Effectivement, moi je vais vous parler, introduire à mon tour votre journée sous l'angle du dossier qui m'a occupé pendant quelques mois, à savoir ces élèves qui sont en grande difficulté aujourd'hui dans notre système éducatif et qui sont massivement issus de milieux populaires pour lesquels on a un absolu devoir d'optimisme. Optimisme si nous sommes tous d'accord pour dire que ces élèves ne sont pas des élèves fondamentalement différents des autres, qui relèveraient de par leur origine sociale de structures, de filières ou de parcours spécifiques pendant au moins le temps de la scolarité obligatoire. Optimisme si nous sommes suffisamment lucides dans ce pays pour reconnaître enfin que notre élitisme républicain, élitisme républicain, on est tous évidemment d'accord, sauf que ça n'est pas l'élitisme républicain sur lequel nous fonctionnons en France, c'est de l'élitisme social, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ces enfants, donc, nous avons la fâcheuse habitude dans notre pays de vouloir les traiter à part. Or, si on ne veut pas les traiter à part, tout en concentrant évidemment à leur égard des efforts budgétaires et pédagogiques exceptionnels, eh bien il faut faire évoluer l'organisation de notre école pour achever sa démocratisation. Et il n'y a pas d'autre manière de le faire que de promouvoir des approches communes au sein de la scolarité obligatoire. Et dans ce cadre, cher André Antibi, faire évoluer nos modes d'évaluation fait évidemment partie des changements attendus. C'est comme ça que, petit à petit, dans notre pays, on parviendra à dépasser la contradiction entre le besoin de solidarité à l'égard des plus faibles, et on le voit bien, le mouvement de repli qui protège de l'autre. On voit bien comment actuellement ces sujets sont très très forts dans notre pays. Et donc, ce défi auquel nous devons répondre, c'est bien entendu un défi qui relève de l'intérêt général, parce que la réussite du plus grand nombre aura évidemment des effets bénéfiques sur chacun. C'est assez désolant de voir que chaque fois que l'on essaie de faire progresser le système éducatif pour démocratiser la base de la réussite scolaire, on est immédiatement accusé de niveler par le bas. Ce qui montre bien que, d'une certaine manière, tout le monde dit, en théorie, être favorable à la démocratisation de la réussite scolaire. Mais si possible, à condition que ça ne change pas le fonctionnement du système qui fait si bien réussir certains enfants aujourd'hui. Et donc c'est toute la difficulté de construire à nouveau dans ce pays un peu d'intérêt général qui parvienne à dépasser les intérêts particuliers, qui ne sont pas illégitimes, hein, on les comprend, les intérêts particuliers. Mais dans une république, il y a quelque chose de supérieur aux intérêts particuliers, c'est l'intérêt général. Et disons tout de suite, je ne veux pas être trop long, mais que ces enfants de pauvres, parce que c'est bien d'eux dont on parle, ne sont pas de pauvres enfants. Et donc il n'est pas question pour eux d'en rabattre avec les exigences scolaires. Et être exigeant scolairement avec eux, et pour connaître un peu le sujet, je peux vous dire qu'un enfant pauvre, une famille pauvre, quand elle voit bien qu'on est exigeant avec son enfant, elle le comprend comme une marque de respect à son égard. Mais ces mots d'exigence, ce mot d'exigence doit être bien compris, parce que l'exigence, c'est bien entendu la recherche de l'activité intellectuelle qui fait progresser dans la maîtrise des connaissances et des compétences, et l'exigence impose évidemment de la rigueur, mais l'exigence, ça ne consiste pas à imposer aux élèves des activités formelles, difficiles à comprendre, sans en donner les clés, considérant que ces clés doivent être finalement déjà là quand l'élève entre dans la classe. Être exigeant, ça ne consiste pas non plus à décourager, à humilier les plus faibles, comme notre système éducatif a tendance parfois à le faire. Autrement dit, l'exigence n'est nullement incompatible avec une évaluation qui stimule, avec une évaluation qui ne décourage pas. C'est même un élément déterminant pour la réussite de tout ça. Alors, soyons clairs, ainsi une école qui trie, qui sélectionne, qui organise la compétition paraît un modèle satisfaisant, alors surtout ne changeons rien au système actuel qui repose essentiellement sur la notation et sur des moyennes de notes. Il faut évidemment conserver tout cela à l'identique, hein, si le système est parfait aujourd'hui. Mais si on fait un autre choix,
et Florence Robin vient de le rappeler, après le loi Hamon, et c'est le choix de la loi d'orientation de 2013, le choix d'une école qui, tout en restant exigeante et plus attentive à la réussite de tous, et veille bien sur tous. Bienveillant, c'est ça, hein, si on regarde le sens profond. Être bienveillant, c'est veiller bien. Et je ne vois pas en quoi veiller bien, c'est être laxiste. C'est évidemment complètement stupide de vouloir assimiler bienveillance et laxisme. Alors si on fait cela, eh bien, une réflexion sur notre système éducatif et sur son système d'évaluation doit être conduite, et c'est ce que vous faites très bien, cher André Antibi, avec votre mouvement. Vous avez fait bouger les lignes dans ce domaine. On parle différemment de l'évaluation dans notre pays depuis vos travaux, et c'est cette réflexion d'ensemble dont nous avons besoin, cette réflexion qui a d'ailleurs parcouru aussi, ça a été rappelé par Florence, la conférence nationale sur l'évaluation des élèves. J'ai relevé, moi, 2 questions posées par le jury de cette conférence qui sont un bon résumé du problème que doit résoudre notre école. Je cite les 2 questions posées par la conférence. Comment faire en sorte que l'évaluation encourage tous les élèves, quel que soit leur niveau et leur environnement, les encourage à vouloir progresser et à développer toute leur potentialité? Deuxième question, comment faire en sorte que l'évaluation permette aux élèves, y compris à ceux qui sont les moins à l'aise, de se projeter de façon plus confiante dans leur futur parcours scolaire, au lieu qu'elle soit ressentie comme la formalisation précoce et définitive d'une prédestination. Prédestination. Songez que dans notre pays, aujourd'hui, les élèves de SECPA sont à 84% des élèves de milieux populaires et de catégories socio-professionnelles défavorisées. Il n'y aurait pas un tout petit peu de prédestination? Il y aurait un gène, il y aurait un virus qui frapperait les milieux populaires? C'est ça aussi le système éducatif français qu'il faut avoir le courage de regarder en face. Et donc, au-delà de la formalisation concrète de l'évaluation, alors les notes ou autres systèmes, l'essentiel est bien l'usage qui est fait de l'évaluation. Et là encore, la conférence nationale nous permet d'avancer sur ce sujet. Je la cite. Quelle que soit la forme qu'on choisira de leur donner, les évaluations devront quantifier un niveau de réussite avec plus de finesse que le tutoriel, c'est ce que disait Benoît Hamon. Elles consisteront d'une part en une mesure, d'autre part en un message. C'est pourquoi le jury recommande qu'elles soient toujours accompagnées de commentaires qualitatifs qui leur donnent du sens et qui indiquent des pistes d'amélioration. Si je cite longuement la conclusion de cette conférence nationale sur l'évaluation, c'est que cette position, c'est exactement la position des parents que j'ai rencontrés à l'occasion de ma mission, parents du Quart-Monde, notamment grâce à l'association ATD Quart-Monde, qui a travaillé avec le Conseil économique et social, et dans une séance du 3 mars 2015, après tout un travail sur l'évaluation avec des parents qui ont des conditions de vie particulièrement difficiles, la conclusion c'est laquelle? Elle tient en très très peu de mots. Faut-il supprimer la note ou s'en servir différemment? Voilà ce que nous disent les familles quand on a un petit peu l'attention de les écouter. Il faut donc que l'école progresse dans sa façon d'évaluer. Il faut, et ça a été dit aussi, qu'elle progresse dans sa façon de transmettre aux parents les résultats des élèves. Alors ça c'est vrai pour tous les élèves, mais c'est crucial pour les élèves dont les parents sont en situation de très grande difficulté sociale. Et à l'occasion de ma mission, j'ai rencontré beaucoup d'équipes dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'établissements qui sont vraiment parfaitement conscients de cela, tel ce collège de l'Académie de Créteil, que de parler, que de ce qui ne va pas est vécu par ces familles comme un reproche sur leurs conditions. Le discours de l'école sur les résultats scolaires décevants est vécu par ces familles comme une condamnation supplémentaire. Ils ne seraient pas de bons parents. C'est comme ça que c'est vécu aussi dans un certain nombre d'établissements. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a très bien compris l'école de Bervilliers, où des livrets scolaires simplifiés permettent à tous les parents d'appréhender le résultat de leurs enfants, et des livrets qui permettent d'ailleurs de passer la barrière de la langue. Si je dis ça, c'est que de temps en temps, notre éducation nationale n'effectue pas toujours le travail d'information nécessaire pour que tous les parents comprennent bien le sens de certaines évolutions nécessaires en matière d'évaluation. J'ai assisté à une scène très intéressante à l'occasion de ma mission, c'était dans une école particulièrement difficile, où les enseignants font un travail absolument admirable, et où depuis quelques années, ils ont adopté un dispositif qui leur permet de ne plus avoir de notes. Ils font ça vraiment de façon remarquable. Sauf que, à l'occasion de ma visite, j'ai réuni les parents, essentiellement des mamans d'ailleurs qui étaient là,
et puis les enseignants de l'école. Et à un moment, il y a une maman qui explose un peu et qui dit aux enseignants, mais quand même, on regrette un peu les notes. On ne comprend pas ce que vous avez mis en place. Là, avec vos acquis, non acquis, on ne sait pas. Et alors j'ai vu des enseignants absolument sidérés, encore une fois, des collègues vraiment remarquables, qui se sont dit, mais on a donné l'information il y a 2 ans au conseil d'école, et depuis, c'est vrai qu'on n'a pas fait tout le travail nécessaire de poursuite de l'information et des échanges avec les parents d'élèves. Donc là, on a bien l'exemple, enfin, je l'ai vu en direct, un exemple de nécessité de continuer et d'expliquer sans arrêt aux parents ce qu'on est en train de faire, tout particulièrement pour les familles de milieu populaire. Et enfin, quel que soit le mode d'évaluation choisi, il faut évidemment veiller à ce que le niveau d'exigence ne soit pas moindre pour les enfants en grande difficulté sociale. Ça doit être une préoccupation fondamentale pour nous. Il ne peut pas y avoir en effet, et elle existe cette tendance. Et je ne jette la pierre à personne parce que parfois les conditions de travail sont extrêmement difficiles, conditions d'enseignement, conditions d'apprentissage. Il peut y avoir tendance, devant les grandes difficultés, à limiter les exigences. Et pour faire réussir tous les élèves, et parce qu'une école qui accueille des enfants pauvres ne peut pas être une école appauvrie dans ses exigences, eh bien, les enseignants ont aussi besoin de repères communs. Ils ont besoin d'outils nationaux concernant les apprentissages attendus aux différents niveaux de la scolarité. C'est essentiel pour que l'État puisse garantir à tous les citoyens une école de même qualité sur l'ensemble du territoire et pour tous les élèves. Donc voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, mesdames et messieurs, et cher André Antivi. Il faut qu'on reste dans ce pays concentré sur l'objectif de réussite de tous. Ça ne veut pas dire évidemment faire baisser le niveau des meilleurs. J'y reviens, il faut le dire de temps en temps, il faut le répéter parce qu'il y a une incompréhension, en tout cas certains font semblant de ne pas comprendre. Ça veut dire que dans la logique de la refondation de l'école, il faut qu'à chaque fois que l'on prend une décision politique éducative et donc une décision concernant l'évaluation des élèves en particulier, eh bien il faut qu'on s'assure que cette décision ait un effet bénéfique pour la démocratisation de la réussite scolaire. Et donc faire en sorte de, à chaque fois, se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire va permettre d'améliorer la situation des élèves en difficulté? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire va permettre de réduire les écarts de réussite qui sont scandaleux quand ils sont essentiellement liés aux origines sociales? Au cours de ma mission, j'ai observé que de très nombreuses équipes d'écoles et d'établissements ont engagé, parfois depuis longtemps, une réflexion sur l'évaluation des élèves qui va avoir la direction que vous souhaitez, cher André, et qui est souhaitée par aussi le jury de la conférence de consensus. Ces équipes ont besoin d'être encouragées, ces équipes ont besoin d'être accompagnées, sachant bien entendu qu'il n'y a pas une seule approche pédagogique possible pour faire réussir tous les élèves. Mais ce qui m'est apparu au terme de ma mission, enfin qui est une confirmation, parce que ce sont des choses qui sont quand même assez connues, c'est que s'il n'y a pas de modèle pédagogique, de méthode pédagogique infaillible, il y a tout de même une petite certitude, c'est que au chacun pour soi et la compétition, qui est en fait globalement le fonctionnement actuel, il faut préférer la solidarité et la coopération, et c'est ça qui doit être encouragé. Il faut, au moyen de la formation initiale et de la formation continue, faire évoluer des pratiques qui, en l'état actuel, ne permettent pas de réduire les écarts. Et d'une certaine manière, la liberté pédagogique des enseignants, liberté pédagogique qui est une base essentielle de notre système éducatif, qui est une base essentielle de l'efficacité des enseignants et qui est un bien précieux, cette liberté pédagogique, il me semble qu'elle pourrait recevoir une définition paraphrasant la Déclaration des droits de l'homme. La liberté pédagogique de l'enseignant consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à la réussite de tous les élèves. Beaucoup d'initiatives sont prises, encore une fois, aujourd'hui dans ce sens, pour faire évoluer l'évaluation des élèves. Il faut simplement faire en sorte, et le ministère s'y emploie, la ministre Adégesco s'y emploie, que le niveau national ne soit pas en retard par rapport aux avancées des équipes de programme. Il faut accompagner l'action quotidienne des personnels parce que rien ne se fera sans eux. Il faut donc encourager les évolutions, les évaluer bien sûr, et ne surtout pas freiner celles qui font obtenir de bons résultats. Je vous remercie.